L'école secondaire Sainte-Bernadette a été créée en 1938 par les sœurs missionnaires de Notre-Dame d'Afrique. Cette école est considérée comme la première à promouvoir l'éducation de la jeune fille. Au départ, cette école portait le nom de l'école des monitrices. En 1976, les sœurs missionnaires de Notre-Dame d'Afrique ont cédé cette école à une autre congrégation des sœurs qui ont autorisé l'admission en 1992 des garçons dans cette école de Sainte-Bernadette. Le Premier ministre, le docteur Pierre Damien Haboumoulemier, qui était l'invité d'honneur en ces cérémonies, a félicité les autorités de cette école pour le pas enregistré dans la promotion de l'éducation de qualité et a promis à cette école le soutien du gouvernement dans cette mission que s'est fixée l'école du groupe scolaire Sainte-Bernadette d'éduquer les filles et fils du Rwanda. Le chef de la primature a ainsi invité les autres écoles à suivre ce bel exemple du groupe scolaire Sainte-Bernadette de promouvoir l'éducation de qualité. La directrice de cette école, Sœur Immaculée Mukandori, a rappelé à ceux qui ont pris part à ces cérémonies que la mission de cette école est l'intelligence, la joie et le travail, et à cela s'ajoute l'harmonisation de l'éducation civique et la religion, a souligné Sœur Immaculée Mukandori, directrice du groupe scolaire Sainte-Bernadette. Le commerce ambulant est désormais prohibé depuis ce dimanche après le déménagement des vendeurs de toutes les marchandises qui le faisaient à Nyabugogo. Ils ont été conduits au marché de Vilyogo où ils ont reçu des parcelles gratuites et cela pour une période de 6 mois. Ces commerçants ont salué cette décision, mais ils ajoutent que le problème qui leur reste est celui du capital qu'ils utilisent chaque jour. Certains affirment qu'ils ne dépassent pas 1000 francs rwandais par jour pour faire un bénéfice de 500 000 francs destinés au repas. Le problème est bien connu par le district de Nyarugenge, comme l'explique le maire Solange Mukasonga, qui rassure à ces petits commerçants qui bénéficieront d'une exonération du loyer du marché et qu'après avoir été rassemblés dans des groupes, ils recevront une assistance en provenance des partenaires du district. C'est pour cela que dans notre programme, nous leur demandons de constituer des groupes selon leurs marchandises. Dans ce cas, un partenaire partira de ceux-là qui sont déjà disponibles pour les aider à travailler avec des coopératives SACO pour épargner et trouver du crédit facilement. Nous les aiderons à promouvoir leurs économies. Après cette opération, nous nous sommes rendus à Nyabugogo pour voir son impact. Il y avait encore des vendeurs qui disaient qu'ils sont arrivés quand les autres étaient partis. Cependant, quand ils apercevaient un policier, ils essayaient de s'échapper. Pour éradiquer ce genre de commerce ambulant, la police a décidé de traquer tous ceux qui le font et les amener dans le marché de Vilyogo. Leurs clients seront eux aussi arrêtés, comme l'indique le porte-parole de la police dans la ville de Kigali, le senior superintendent urbain Mwiseneza. Étant donné qu'il y a un marché ouvert pour eux, la police a pris des mesures que d'autres qui seront attrapés seront envoyés là-bas. Aussi, je demande à ceux qui ne sont pas allés s'installer dans ce marché de le faire immédiatement, car les places gratuites sont limitées. Tous les acheteurs doivent cesser d'acheter pour ces commerçants ambulants pour ne pas risquer d'être arrêtés avec eux. Cette décision vient aussi dans le cadre de faciliter à la police de mener ses opérations de maintien de l'ordre dans cette localité la plus fréquentée dans la ville de Kigali qui a connu récemment l'explosion d'une grenade. Si la hache et la tronçonneuse sont des redoutables ennemis de la flore, la faune a aussi pour ennemis les armes sophistiquées et celles des fabrications artisanales. Aucun animal, quelle que soit sa puissance, ne peut résister à leur force de frappe. L'on se souvient des ravages par ces armes, notamment sur des troupeaux d'éléphants et d'autres espèces. La synergie d'action des forces de défense et de sécurité de la région du Charibagrimi a permis d'arracher des braconniers et autres bandits de grand chemin une quarantaine d'armes. Le butin a été exhibé à l'occasion de l'arrivée du ministre de l'Environnement et des Ressources halieutiques à Durubali. Cette prise est un coup salutaire pour la sécurité des personnes et des biens, d'où les hommages appuyés du ministre Mamat Issa Alikimi à l'endroit des éléments de défense et de sécurité. Je félicite au nom du gouvernement la Légion numéro 10
qui a fait un formidable travail dans la zone. Il y a des armes au cours des rafles, il y a des armes avec les braconniers, il y a un peu de tout. Mais ce qui est là, ces armes constituent un danger d'abord pour l'homme, c'est un problème d'insécurité, de coupures de routes et autres. Deux, pour notre environnement, parce que ça sert pour le braconnage. Trois, pour la paix d'une manière générale dans cette région et partant du Tchad. La région du Salamat, dans laquelle se trouve le parc national des Akoumans, est aussi en proie à un braconnage de dimension mafieuse. Des bandes bien organisées défient les gardes et font leur loi dans le parc. La dimension inquiétante de ce braconnage oblige le ministre Mamat Issa Alikmi à interpeller les autorités administratives et traditionnelles à s'impliquer dans le combat. Car, a-t-il dit, le parc national des Akoumans est un patrimoine régional avant d'être national. La population a tout intérêt à déjouer tout projet de destruction de ce parc, devait marteler le ministre. Le ministre Mamat Issa Alikmi, qui tient à constater de visu les conditions dans lesquelles travaillent les agents du parc national des Akoumans, a fait le déplacement du parc pour galvaniser la troupe, qui veille nuit et jour sur ce qui peut être encore protégé. L'occasion pour lui d'apprécier les différentes installations du parc et de promettre des logistiques sophistiquées pour la surveillance. C'est ça l'hépatite, comprenez-la, combattez-la. C'est le thème retenu cette année pour commémorer cette journée. Une journée qui a permis aux responsables en charge de la lutte contre les hépatites de présenter la situation qui prévaut actuellement au Tchad et en Afrique. Dr Ali Mamad Moussa, point focal de lutte contre les hépatites au ministère de la Santé publique, a indiqué que 2 milliards de personnes sont infectées dans le monde des hépatites A, B, C, D et E. 150 millions de personnes souffrent d'infections chroniques dues au virus de l'hépatite C. Au Tchad, 12% de la population est infectée de l'hépatite B. L'hépatite C n'est pas du reste, a précisé l'orateur. Les hépatites B et C se transmettent par les relations sexuelles et par le sang. Parlons du traitement des hépatites. Le vaccin n'est gratuit qu'aux nouveau-nés, souligne le docteur Ali Mamad Moussa. Vous savez, la vaccination dans la politique sanitaire du pays, la vaccination de PEV, qui est des routines qui concernent les nouveau-nés d'âge 0 à 11 mois, c'est dans le cadre du programme élargi de vaccination. Et dans ce cadre du programme élargi de vaccination, la vaccination elle est intégrée et elle est gratuite. Maintenant, au-delà de ça, il n'y a pas de programme vaccinal qui fait que les gens puissent accéder gratuitement à la vaccination, en dehors de la polio pour les enfants, comme vous savez. Mais les autres types de vaccination, surtout pour l'hépatite B, au-delà, si l'enfant a raté celui de PEV, il doit seulement, y compris pour l'adulte, s'il veut se faire vacciner, il va payer la vaccination, le vaccin. Selon une victime vivant avec l'hépatite C, il est très difficile de se soigner car le vaccin coûte cher. Le produit, ça coûte très cher, ce n'est pas au Tchad. Ce produit, dans les officines, c'est 192 500 par semaine. Je suis soumis au Pégagis et interféron. Face à la cherté du vaccin contre les hépatites, les malades lancent un appel au gouvernement pour les prises en charge. Invité par le ministre de l'Équipement et des Travaux publics, le ministre d'État, directeur de cabinet du président de la République, Firmin Ayessa, a eu, après ses libations ancestrales organisées au cours de ce rituel d'imploration de la grâce des mains des ancêtres, l'insigne honneur de lancer les travaux de route de desserte rurale du district de Makwa. Ces travaux qui concernent les axes routiers Lingi, Oza, Ikemu, Otaba, Boda, Yobe, les bretelles de la route Panda, Ozaka, Ozema, la boucle Ebogo, Amboa, Mvula et Tangere et la route Amboa, Toku, Otolu, Rivière Mombili à Ebogo seront réalisés par des sociétés Sipam TP pendant 8 mois et Socotrad pendant 12 mois. La consistance des travaux de ces routes, dont plusieurs sont en création dans les zones marécageuses, coûtera près de 11 milliards de francs CFA.
CFA. Les travaux prévus sur ces 6 axes routiers en projet portent sur le dégagement de l'emprise de la route, la mise hors d'eau de la route dans les zones marécageuses au moyen de remblais hydrauliques, l'aménagement de la plateforme, le rechargement de la chaussée en matériaux sélectionnés, le couronnement de la chaussée en latérite, la construction des ouvrages de franchissement de type DALO. Informé des réalisations titanesques en cours dans plusieurs départements du Congo, dont le désenclavement des localités longtemps isolées du reste du Congo, le ministre d'État, directeur de cabinet du président de la République, a dit sa satisfaction. Le ministre est en train de faire un travail extraordinaire dans la mise en œuvre des instructions du président. Il faut que nous sortions du fait simple de transformer un certain nombre de slogans en incantations. Route, facteur de développement, mais c'est pas tout. Il faut être sur le terrain pour faire effectivement ces routes, pour que ces routes-là soient réellement le support du développement. Homme de terrain, Émile Rousseau ambitionne de faire qu'il n'existe plus au Congo des endroits où le véhicule n'arrive pas. Ceci est la directive du président de la République et c'est sa feuille de route, comme il aime à le dire. Sur les cendres des développement rural est né le programme d'appui au développement des filières agricoles. L'événement a été marqué par la tenue du 23 au 25 juillet 2013 à Ouando d'un atelier de lancement officiel du PADEF. À l'occasion, toutes les nuances entre les PRODER d'hier et le PADEF d'aujourd'hui ont été soulignées. Les projets de développement ruraux, c'était des projets qui couvraient des zones spécifiques ou des régions spécifiques du pays et qui avaient chacun son montage institutionnel propre. Dans le cadre du programme actuel dont on parle, donc le programme d'appui au développement des filières agricoles, le PADEF, c'est un programme envergure nationale, donc il couvre 10 départements sur les 12 que compte la République du Congo. C'est un programme également qui s'inscrit dans la droite ligne de la politique agricole du gouvernement et c'est un programme qui va être donc exécuté au niveau départemental par les directions départementales de l'agriculture. Les participants à l'atelier sont venus de tous les horizons du pays. Ensemble, ils ont été édifiés sur les objectifs du PADEF. Le PADEF s'est donné entre autres comme objectif 1. Faciliter l'accès des petits producteurs aux technologies appropriées de production, de transformation, de stockage et de conservation des produits agricoles et halieutiques pour les filières sélectionnées. 2. Renforcer les capacités des organisations paysannes et impliquer davantage les autorités locales, les services déconcentrés au processus de développement agricole. Ensemble, ils ont formulé des recommandations pour une meilleure application du programme au profit du monde rural. Les centres de rééducation pour handicapés physiques situés sur l'avenue des Huileries dans la commune de la Gombe est une institution médicale sociale qui reçoit plusieurs cas liés notamment aux accidents, aux traumatismes, y compris d'autres handicapés physiques pour des soins appropriés. Ces centres comptent différents services à savoir la kinésithérapie, l'hospitalisation, l'orthopédique et la consultation médicale aux adultes et les enfants. Bref, la liste n'est pas exhaustive. Concernant la prise en charge des patients, le chef du personnel de ces centres de rééducation, Zachary Diembi, indique qu'ils sont orientés selon ses besoins, moyennant de petits frais, ce qui explique que ces centres n'hébergent pas de personnes vivant avec handicap. C'est un centre médico-social qui reçoit les personnes avec handicap qui ont des problèmes. La prise en charge des personnes avec handicap, ici au centre, c'est fait selon les services que nous avons. Nous avons du personnel à prendre en charge aussi, à payer. Nous avons du matériel à acheter. Nous avons tout un fonctionnement à assurer. Donc, nous devons avoir les moyens fonctionnels, les moyens financiers et la contribution de chaque patient est nécessaire pour que les choses marchent. Les personnes vivant avec handicap sont des citoyens à part entière. Elles ont des droits et les devoirs au développement de la RDC. Pour M. Zachary Diembi, handicapé physique n'enlève rien d'intellectuel. La personne vivant avec handicap, c'est un citoyen. C'est un citoyen comme tout autre qui a des droits et de devoirs. Il est capable de droits comme de responsabilités. Dans notre pays, peut-être, quand on parle de personnes avec handicap, on voit comme des personnes qui sont
un peu à part. Et ce n'est pas seulement le lot d'ici. Je sais que dans le monde entier, pendant tout un temps, la personne handicapée est marginalisée, comme jugée incapable de faire cela. Mais je crois que c'est le combat que nous sommes en train de mener pour essayer de montrer qu'un handicap n'enlève en rien à la personne qui en est porteuse. Il s'est de signaler, le centre de rééducation pour handicapés physiques est opérationnel depuis la période coloniale, précisément en 1958. À l'époque, ce centre apportait des secours aux enfants touchés par différentes épidémies ainsi qu'aux personnes orthopédiques. L'association Guinée en mouvement affûte ses armes alors que la date des élections législatives approche à grands pas. Ici, à Mafanko, elle valide son antenne dans l'espoir de convaincre les indécis à porter haut le drapeau du RPG Arc-en-Ciel à la future Assemblée nationale. Sensibiliser pour soutenir le projet de société de son Excellence, le professeur Alpha Condé. Vous savez, aujourd'hui, la Guinée a besoin de la paix, l'unité nationale, la réconciliation. Et nous nous sommes rendus compte que Mafanko est une zone résidentielle qui abrite la résidence du président de la République. À travers cette validation, l'AGM tente d'informer et de sensibiliser les populations au dialogue et à la cohésion sociale. Des messages qui semblent tomber dans de bonnes oreilles. Guinée en mouvement est là toujours pour la paix en Guinée et unir les Guinéens. Cette validation, ça prouve que nous, Guinéens en mouvement, on ira partout en Guinée, sur toute l'étendue du territoire, dans tous les quartiers de la Guinée, pour vraiment sensibiliser la population et que les Guinéens se donnent la main pour qu'il ait la paix en Guinée. Vraiment, Guinée en mouvement avance et il avance sûrement. Un mouvement qui vient de commencer l'année à sa 84e antenne aujourd'hui. Ils sont à féliciter. Je suis à leur disposition, je suis leur maman et vraiment je ferai tout ce qui est mon possible pour que le mouvement avance. La validation de l'antenne de Mafanko est la toute première effectuée par l'ONG en ce mois de Ramadan. L'AGM nourrit l'ambition d'intensifier son champ d'action dans toutes les villes du pays. Une dynamique destinée à donner une majorité écrasante au RPG Arc-en-Ciel à la future Assemblée nationale. Le mois saint de Ramadan, un mois de pénitence pour les fidèles musulmans, mais aussi de bienfaisance aux nécessiteux. Dans l'enceinte de ce centre Bilal, des vivres à distribuer aux nécessiteux. Le programme de Ramadan cette année vise la distribution de 21 000 repas de rupture du jeûne, dont le coût total financé par l'Agence des musulmans d'Afrique, AMA, s'élève à plus de 86 millions de nos francs. Le nombre de bénéficiaires de ce programme est de 250 familles. En faisant ce geste aux nécessiteux de Kankan, le directeur de AMA a rappelé l'objectif de son institution. L'objectif principal de l'AMA Kankan est de participer à l'amélioration du niveau de vie socio-économique des populations à la base à travers les différents programmes. L'AMA est très satisfaite de la bonne collaboration des autorités guinéennes pour la réussite de ces projets interguinéens. L'AMA Kankan vous rassure de sa totale disponibilité à renforcer l'élan positif de sa modeste contribution au développement socio-économique et culturel du pays. Cette distribution de vivres par amant est devenue une tradition ici à Kankan. La part de chaque famille est composée de 12 kg de riz, 5 kg de sucre, 5 litres d'huile et 2 poulets congelés. Je voudrais, au nom des populations de la région de Kankan, vous remercier. Merci. Vous remercier et vous féliciter pour tous les efforts que vous faites en faveur de l'amélioration des conditions de vie de nos braves populations de Kankan. Merci. Rassurez-vous que l'autorité vous est à l'œil, elle vous suit, elle vous apportera son soutien pour vous permettre d'atteindre vos objectifs. À la fin de la cérémonie, des prières et bénédictions ont été faites pour la paix et le rayonnement de l'islam dans notre pays.
C'est dans le bureau de vote numéro 7 du groupe scolaire Kasso premier cycle que le gouverneur de la région de Caille, le colonel Salif Traoré, a accompli son devoir civique. Fier d'avoir glissé son bulletin dans l'urne, il lance cet appel à ses concitoyens. Il y a un sentiment de joie, de fierté, de devoir accompli. Pouvoir voter aujourd'hui, c'est quand même un défi que le gouvernement a relevé, parce que beaucoup n'y croyaient pas. J'en profite donc pour appeler tous mes concitoyens à sortir massivement. Sada Sissoko, âgé de 70 ans, est le premier électeur à voter dans le bureau numéro 3. Il a attendu 45 minutes avant le début des opérations. Je suis venu voter pour que le Mali sorte de la crise, nous a-t-il confié. Abou Sambaoule Diallo, un administrateur civil à la retraite, âgé de 90 ans, a lui aussi tenu à accomplir son devoir civique et il l'a fait dans le bureau numéro 6. J'ai voté parce que je suis un citoyen malien. Je souhaite que les opérations se déroulent dans de très bonnes conditions. Dans la commune urbaine de Caille, les électeurs se sont beaucoup mobilisés pour cette élection présidentielle. Pour preuve, les files d'attente devant les bureaux de vote. C'est le cas par exemple du centre du groupe scolaire Légal Ségou second cycle B, où nous avons rencontré cet observateur de la CEDEAO. Je suis satisfait de ce que j'ai vu jusqu'à maintenant. Je suis à plus de 6 bureaux de vote. L'ambiance est bon enfant. On voit l'engouement des électeurs. Bon, il y en a qui sont un peu pressés. Ça montre un peu l'intérêt. À Légal Ségou second cycle B, tout comme les centres du lycée de Gokolo Konaré et des plateaux premier cycle, nombreux sont ceux qui cherchent encore leur nom sur la liste électorale. Toutes choses qui retardent les opérations de vote. Ils sont en train de chercher. Bon, pour eux, ils ne savent même pas d'avoir leur bureau de vote. C'est le seul problème que moi j'ai constaté d'avoir à partir de mon bureau. Dans l'ensemble, ça va. Dans les centres que nous avons visités, les agents électoraux, les délégués des partis, de la Cour constitutionnelle, les observateurs du réseau APEM, de la francophonie ainsi que les forces de sécurité sont présents. À noter que la région de Caille compte plus de 801 000 électeurs répartis entre 2651 bureaux de vote. Il est 8h08 dans le bureau de vote du gouvernorat de Koulikoro. Le chef de l'exécutif régional, Alain Tessougué, donne le ton d'une action participative à la consolidation du tissu social tant prôné par les plus hautes autorités du Mali. On a fait la campagne de manière civilisée. Il faut que les élections également se fassent de manière civilisée. Nous souhaitons que le meilleur gagne et que les autres acceptent sportivement ce qui va sortir des urnes. Après avoir voté, le gouverneur de région, Alain Tessougué, pouvait commencer son périple électoral. Le premier centre visité, c'est le groupe scolaire Émile Delassus Camara. Ici, certains électeurs potentiels cherchaient à localiser leur bureau de vote et d'autres avaient déjà pris l'allure de vrais votants. Dans ce centre, tout comme dans les communes rurales de Moribabougou, Sangarebougou, l'ambiance électorale était festive, comme pour dire que les opérations de vote se déroulaient normalement. Nous sommes dans la sous-préfecture de Kalabankoro qui compte 381 bureaux de vote. Là, les électeurs s'activent massivement et tout se passe dans les règles de l'art. Nous avons constaté qu'il y a une grande affluence au niveau des centres de vote. Les gens n'arrivent même pas parfois à retrouver leur bureau de vote. C'est qu'il y a un dispositif d'information et d'orientation des électeurs au niveau de tous les centres de vote. Je dis que c'est un motif de satisfaction. Cette élection dont la crédibilité s'avère une réalité s'est déroulée sous l'œil vigilant des observateurs nationaux, des conseillers électoraux du PNUD et des agents de sécurité. On ne dira jamais assez que la réussite de ce scrutin présidentiel devra constituer le point de départ pour le développement harmonieux de notre pays. C'est aux environs de 8h30 que le gouverneur s'est rendu au centre de vote de Wayerma 1 pour accomplir son devoir civique au bureau 005 du bloc scientifique. Après vérification de sa carte Nina, l'électeur a pu voter sans trop de difficultés. Après son vote, il s'est rendu successivement au centre de vote de l'école Babemba à Sanobougou 1, au groupe scolaire du Kantcheba, à Frakala dans l'arrondissement de Ngourala et à Natien. Dans tous les centres visités, le constat est le même. Pour cette matinée, la seule difficulté réelle qu'on a, c'est que les électeurs ont beaucoup de difficultés à identifier leur bureau de vote. Sinon, pour le reste, les ressources humaines sont là, le matériel électoral est en place, et les électeurs également sont sortis, sont mobilisés et tout se passe bien.
Le chef de l'exécutif régional se réjouit de son vote et espère que ces élections permettront d'élire le président de tous les Maliens. C'est une grande satisfaction sur le plan organisationnel, sur le plan de la mobilisation. Et vous avez vu aussi, il n'y a pas de bousculade. Les gens sont paisiblement en rang. Je pense que pour le moment, c'est avec beaucoup de satisfaction que nous avons constaté ce qui se passe. Moi-même, j'ai voté. C'est un vote citoyen pour moi. C'est aussi un vote d'espoir. Espoir d'une pacification de notre pays. Espoir d'une stabilisation du Mali. C'est 1 168 981 électeurs répartis entre 3 437 bureaux de vote qui étaient appelés. Pas de grande affluence cet après-midi au niveau des différents centres de vote de la rive gauche du district de Bamako, excepté au groupe scolaire de Dar Salam en commune 3. De la commune 1 en passant par les communes 2, 3 et 4, des réponses rapides ont été trouvées à presque tous les problèmes liés à la bonne tenue du processus électoral. Parmi ces préoccupations, il y avait l'absence de président dans certains bureaux de vote de la commune 1, le manque de matériel électoral ainsi que l'insuffisance des assesseurs dans certains bureaux de vote. Cette année, ce qui a fait que en tout cas, le problème a été beaucoup plus accentué, c'est que quand même le nombre d'électeurs a augmenté. Le nombre d'électeurs ayant augmenté, il y a le nombre de bureaux aussi qui a augmenté. Au moment de notre passage dans le groupe scolaire de Korofina en commune 1, à 17h encore, malgré les dispositifs mis en place par les structures en charge des élections, certains électeurs avaient de la peine à retrouver leur bureau de vote. Ça fait bientôt plus de 20 ans qu'on n'a pas assisté à cette affluence. C'est la première fois que je vois cette participation massive dans le pays. Le Mali se trouve dans une situation exceptionnelle et le contexte a mobilisé. Je vais vous dire une chose, le contexte a mobilisé beaucoup d'électeurs pour choisir leur candidat. Ils disent que personne ne prendra la décision à leur place. Raison pour laquelle les électeurs sont sortis massivement cette année du jamais vu au Mali. Le moins qu'on puisse retenir de cette journée électorale, c'est que les populations maliennes ont montré une fois de plus leur engagement et surtout leur volonté au changement. Elles viennent de traduire en actes concrets les sollicitations du gouvernement et de la communauté internationale à sortir le Mali de la crise qu'il traverse. À partir de ces 6 mois, un chien devient plus mûr. C'est le moment de commencer à enseigner et à appliquer au chien à recevoir et suivre des ordres. Le dressage est composé de plusieurs étapes. D'abord l'obéissance, puis les obstacles, l'agressivité, ensuite la défense suivie d'autres exercices. Tout le monde peut enseigner toutes ces étapes, mais le pistage est consacré seulement à la gendarmerie. Et il faut 6 mois pour dresser un chien. Le dressage n'est pas une tâche difficile, selon ce maître chien, mais nécessite des efforts. Il ne doit pas se limiter à ces étapes, mais pratiquer des exercices journaliers, entre autres, emmener le chien courir. C'est très émouvant de voir des gens qui n'ont pas le moyen de se couvrir. Pourtant, le froid fait sa manœuvre en cette période hivernale. Conscient de ce fait, l'association communautaire de l'église adventiste du district d'Anoussi-Bé a distribué des couvertures aux 150 personnes nécessiteuses. Elles sont toutes issues des familles défavorisées du quartier. Le plaisir du partage a poussé les responsables à apporter des aides à ces personnes. Mais celui-ci figure aussi dans les valeurs malgaches de soutenir son voisin et non moins ses concitoyens. Mais également, l'esprit du partage véhicule une éducation. L'année dernière, l'association a déjà procédé à une consultation oculaire gratuite. Et cette année, à part la distribution de couvertures, elle a aussi fait plaisir aux tout-petits en les offrant des jouets. L'association compte poursuivre les actions sociales en faveur des plus démunis, selon toujours les responsables. Parmi ces infrastructures déjà achevées et inaugurées en secteur Gikomero du district de Gassavo, dans la ville de Kigali, il y a notamment une canalisation de 18 km qui a coûté 225 millions de francs rwandais ainsi que 50 maisons construites en collaboration avec le FARGE pour le rescapé du génocide vivant dans la nécessité. À côté de ces sites, il y a un terrain où sera construit un centre pour l'éducation des enfants grâce au partenariat entre la Fondation Imbuto et l'UNICEF.
La population s'est donc félicitée de la construction de cette canalisation qui va leur permettre d'avoir accès à l'eau potable, alors que dans un passé récent, cette population était obligée de boire de l'eau impropre à la consommation. Elle devait aller puiser cette eau à une longue distance, notamment au lac Muhazi. Le vice-maire du district de Gassabo, en charge du développement, Jean-Claude Mounara, a appelé la population à prendre soin de cette canalisation et d'autres infrastructures qui sont importantes pour eux, et d'autant plus que ces infrastructures ont coûté cher à l'État. La population du secteur Gikomero se déclare satisfaite de la mise en place des nouvelles installations de la compagnie de télécommunications MTN sur place et qui ont permis d'améliorer la qualité du réseau qui était défectueuse. Il faut signaler par ailleurs que la société d'électricité et d'eau EWASA va bientôt raccorder au réseau électrique du secteur Gikomero, car sur place, des poteaux électriques ont été installés sur toute l'étendue des 5 cellules de ces secteurs. Cette cérémonie, présidée par le préfet du département de Bahr el Ghazal Sud, Tata Mahamadzen, marque la fin des formations des étudiants de la 4e promotion de l'ENI de Moussoro. 9 mois leur ont permis d'acquérir des notions sur la pédagogie. À l'occasion, le directeur des études et des stages de cette école, Abderrahim Admdoutoum, indique que son établissement a respecté le planning de travail établi par l'école normale des instituteurs du Tchad. Les résultats issus de cette formation réconfortent le directeur administratif Yodiam Thomas qui apprécie les soutiens des partenaires. Le délégué régional de l'éducation El Hadj Malay lui invite les uns et les autres à cultiver l'esprit d'excellence comme le prônent les plus hautes autorités du pays selon ses propres termes. Pour le préfet du département de Bahr el Ghazal Sud, Tata Mahamadzen, le système éducatif est aujourd'hui gangréné par plusieurs mots, notamment l'attribution des notes par complaisance et le trafic d'influence. C'est pourquoi il appelle les acteurs impliqués à prendre leurs responsabilités. Saisissant l'opportunité, les lauréats ont recommandé la création d'un centre d'application au sein de l'ENI de Moussoro et sa dotation en matériel conséquent, ainsi que l'amélioration des conditions d'études. Qui ont émaillé l'histoire du Burundi ont freiné le développement de ce pays de près de 8 millions d'habitants. Aussi, le président Pierre Nkurunziza est-il en train de multiplier des initiatives afin de mettre le Burundi sur la voie du développement. Ici, à Teza, localité située à 48 km de Bujumbura, la capitale, se développe une grande activité agro-industrielle. Il s'agit de la plantation du thé et de sa transformation. Ainsi, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a visité l'usine de transformation de la feuille verte du thé en produit fini. Ce sont au total 1500 personnes qui travaillent sur cette plateforme agro-industrielle de 600 hectares. L'usine de thé de Teza est un investissement de l'État burundais et dispose d'une capacité de production de 40 tonnes de produits manufacturés, exportés et commercialisés à partir du Kenya. À la fin de cette visite, le président Denis Sassou Nguesso a signé dans le livre d'or de cette usine en disant précisément, je cite, « La visite des champs et de cette usine nous a permis de rencontrer un peuple laborieux. Toutes mes félicitations et mes vœux de succès. » Fin de citation. La diversification de l'économie burundaise, c'est aussi l'usine de fabrication de jus de fruits visitée par le chef de l'État Denis Sassou Nguesso. Il s'agit de la brasserie Burundi Brewery, située dans la commune de Mumba, dans la province de Ngonzi. Ici, c'est une entreprise privée qui produit 20 000 bouteilles de jus par jour. Réalité des médias de Pointe-Noire et de Tolizy afin d'apporter si possible des solutions, question d'assainir l'environnement communicationnel de ces deux villes. Telle est la toile de fond de la première visite de terrain de Philippe Onvo qui a sillonné pour cela une douzaine de chaînes de radio et de télévision.
De DRTV à DVS+, en passant par TPT, Canal 7, Radio Yakala FM, Radio Télévision Islamique, Pantan FM pour le compte de Pointe-Noire, le constat est en même temps désolant et mitigé. Fonctionnant dans l'illégalité totale avec un personnel non qualifié et mal rémunéré, avec des bâtiments inappropriés et des pylônes d'une certaine époque, la plupart de ces médias sont très mal équipés avec des plateaux techniques en lambeaux. Les cas flagrants de Yakala FM, radio installée en plein marché central, ce qui est contraire à l'éthique déontologique. De DVS+, aujourd'hui en agonie avec une tension très vive entre travailleurs et administration, et celui de TPT dont le studio et la régie sont logés dans un conteneur en disent long. À l'opposé de ce triste tableau, Canal 7, chaîne confessionnelle de télévision avec du matériel New Look, adapté aux nouvelles technologies du numérique, se déploie à redorer l'image ternie des médias de Pointe-Noire, ce qui lui a valu du reste des encouragements du président du Conseil. Cet outil offre à quiconque qui passe par ici l'intime sentiment d'un orgueil supérieur à partager. Je pars avec une très forte impression de vous. Soyez ainsi félicités. Pareil aux médias de Pointe-Noire, ceux de Dolisie n'ont aucune autorisation d'ouverture et d'exercer. Un chapelet de délit a réprimandé fortement. Si à Télédol, à RTNA et Radio Mayombe, une thérapie de choc s'impose pour améliorer les choses techniquement et administrativement, à la RCDN, miroir du conseil départemental et expression des populations du Niari, un toilettage est nécessaire pour qu'elle soit une radio des temps modernes. À Radio Louvakou, cependant, tout est blâmable. Située dans un restaurant-bar, la radio Louvakou Mille Collines a pour ligne éditoriale la diffusion des fausses informations, l'incitation à la haine et à la violence. Une manière de faire et d'agir susceptible de porter préjudice à la paix chèrement acquise par le président de la République, Denis Sassou Nguesso. Face à cela, Philippe Mvo n'est pas allé par quatre chemins pour fermer carrément cette radio. J'ai suspendu cette radio jusqu'à ce que le promoteur remplisse la condition essentielle de délocaliser sa radio pour un autre siège, selon les normes requises pour l'installation d'une radio. C'est un carré de 3 à 4 mètres. Je ne sais pas comment ceux qui travaillent là, qui font leur bruit dans ce studio, je ne sais pas comment ils y tiennent. À 2 pas du studio, vous avez les latrines qui sont là et qui dégagent des odeurs nauséabondes. Il y a une deuxième condition, c'est celle qui consistera à modifier la ligne éditoriale, à modifier tous les programmes et le conseil devrait être assez regardant pour que le contenu des programmes de la radio Louvakou à sa reprise soit bien examiné avant que le quitus de reprise leur soit accordé. 20 millions de francs CFA, c'est le montant du chèque remis à l'Institut de recherche géologique et minière, grand vainqueur du prestigieux Lion d'Or, prix qui récompense l'excellence scientifique dans le domaine de la recherche au Cameroun. Cette consécration est intervenue au cours d'une cérémonie de gala le 26 juillet dernier, cérémonie qui clôturait la 4e édition des Journées d'excellence de la recherche scientifique et de l'innovation du Cameroun, GERSIC 2013. Le Lion d'Or couronne ainsi plusieurs mois de travail pour le dégazage des lacs Nyos et Monoun dans la région du Nord-Ouest. Les autorités présentes à cette grande nuit de l'excellence ont également témoigné la consécration des journalistes Valérie Dikos Oumaro et Doraché pour tous les efforts qu'ils ont déployés afin d'accompagner et de vulgariser les résultats de la recherche. Autre distinction marquante de la soirée, celle décernée à MG Soft pour son innovation technologique. Véritable précurseur dans le domaine, MG Soft conçoit et développe des applications mobiles dont Catastropha qui publie des informations en matière de prévention et gestion des catastrophes naturelles. Madeleine Chinté, ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation du Cameroun, s'est dite satisfaite du déroulement des GERSIC 2013. Elle donne rendez-vous dans 2 ans pour une nouvelle édition.